Merci. Alors merci pour cette invitation qui m'a amenée donc du Canada où il faisait pas froid du tout. À cette époque de l'année, on est supposé avoir du moins 25 et on avait un petit moins 2. Alors c'était très agréable. Et merci de me donner l'occasion de venir parler justement de cet ennemi intérieur qui est effectivement une figure incontournable de la criminalité génocidaire. Tous les génocides sont différents, tous les génocides reposent sur un contexte historique, politique, économique et social différent. Par contre, tous les génocides relèvent d'une dynamique, d'une logique qu'on retrouve à l'identique. Et dans cette logique, dans cette dynamique, on a cet ennemi intérieur, un construit total de la part du génocidaire, cet ennemi intérieur qu'on va retrouver dans tous les génocides. Alors mon propos, c'est, et ça répond à la dernière question qui a été posée, pourquoi un ennemi intérieur est-il à ce point indispensable dans ce type de violence-là? Pourquoi l'État qui veut éliminer une partie de sa population va-t-il mettre toutes ses ressources, toutes ses forces dans la constitution de cet ennemi intérieur? Et puis on verra également comment on construit cet ennemi intérieur. Et là, ça rejoindra des propos qu'on a entendus ici, notamment avec les constructeurs des entrepreneurs identitaires, qui est véritablement une question qu'on retrouve dans les génocides. Comment, et avec le discours propagandiste, bien sûr, puisque la première construction de cet ennemi intérieur passe par le discours, c'est une construction discursive. Et puis, dans un deuxième temps, on ira voir quelles sont les caractéristiques de cet ennemi intérieur dans le cadre du génocide. Parce que dans la typologie qui a été faite des différents ennemis intérieurs, on va les retrouver dans le génocide. Le génocide ne crée pas forcément un ennemi intérieur qui soit différent de cette typologie. Par contre, on va voir comment cet ennemi intérieur, en raison de la nature, de l'ampleur et de la gravité de la violence génocidaire, à quel point il est encore plus un construit que dans tous les types de violences. Et on déclinera également les caractéristiques de cette figure de l'ennemi intérieur et puis ces différentes typologies. Et là aussi, je reprendrai ce qui a été dit par les deux professeurs avant moi. Et la question qui avait été posée, c'est que dans le cadre d'un génocide, la victime, l'ennemi intérieur, peut revêtir plusieurs visages en même temps ou l'une successivement, merci, en fonction des besoins et surtout parce qu'on veut créer la menace la plus importante possible et pour ça il faut que cet ennemi il soit protéiforme. Et on verra en conclusion pourquoi c'est si important que la justice intervienne alors que dans le cadre d'un génocide on parle de crimes de masse, des centaines de milliers, voire des millions de victimes et surtout des centaines de milliers, voire comme au Rwanda, au terme des aveux qui ont été recueillis dans le cadre des juridictions traditionnelles Gacaca, où on se retrouve entre 2 et 3 millions de personnes qui auraient participé directement ou indirectement au génocide. Donc une justice qui est incapable de répondre aux finalités habituelles de punition et de réparation. Et pourquoi c'est si important pourtant qu'elle intervienne? Pourquoi les rescapés demandent à tout prix cette intervention de la justice? Et c'est par rapport au type de reconnaissance qui va être faite du génocide par la justice et notamment cette déconstruction de l'ennemi intérieur. Alors pour comprendre la place et le rôle et l'importance fondamentale de cette figure de l'ennemi intérieur, il faut s'arrêter sur la spécificité de la criminalité génocidaire. Qu'est-ce que c'est que ce crime de génocide? Alors ce crime de génocide, si on prend l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du génocide, c'est le crime qui consiste à vouloir éliminer un groupe en raison de son identité. Et dans le cadre de l'article 2 de la Convention, cette identité, elle est précisée, c'est une identité nationale, ethnique, raciale ou religieuse. Donc on va tuer un groupe en raison de cette identité. Aujourd'hui en France, et c'est vrai aussi du Canada, on a adopté une définition plus large du génocide et c'est toujours un groupe qu'on va cibler en raison de son identité, mais on ne s'arrête pas seulement à l'identité raciale, ethnique, nationale ou religieuse, c'est quelque identité que ce soit. Ce qui veut dire que, par exemple, en droit international public, au regard de l'article 2 de la Convention, les massacres au Cambodge ne sont pas un génocide parce que le groupe n'a pas été ciblé en raison d'une identité nationale, ethnique, raciale ou religieuse. C'était en raison d'une identité sociale, de classe, les intellectuels, les urbains, etc. Alors que, par exemple, si on prend la définition canadienne ou française, les massacres au Cambodge sont bien constitutifs de génocide parce qu'on a ciblé le groupe en tant que tel. Et c'est comme ça que dans l'Allemagne nazie, où on s'en est pris aux homosexuels en tant qu'homosexuels,
Pour le droit international public, ça n'est pas un génocide. Pour une définition plus large, ce sont des génocides parce que les groupes ont été ciblés en tant que tels. Donc ça, c'est la définition. Au-delà de l'identité qu'on va retenir, ce qu'il est pour nous important de comprendre, c'est le fait qu'on veuille tuer un groupe en raison de son identité. Et à ce niveau-là, le génocide est un crime identitaire, un crime idéologique, toujours, et c'est un crime identitaire. Et ce génocide, dans la définition, élimination du groupe en tant que tel, on se trouve face à une criminalité d'éradication. Et là, je prends vraiment le terme éradiquer dans son sens étymologique. On veut éliminer le groupe jusque dans ses racines. C'est un crime d'extermination. Là aussi, je prends le terme dans son sens étymologique. On veut éliminer le groupe jusqu'au terme de son existence. On veut intégralement le faire disparaître. Et on va le faire disparaître dans le présent, en le tuant, ou on peut aussi ne pas vouloir le tuer, mais par exemple en l'empêchant de se reproduire. C'est pour ça que les violences sexuelles, et notamment par exemple au Rwanda, le fait de violer systématiquement les femmes. Au Rwanda, on a violé entre 250 000 et 500 000 femmes en l'espace de 10 semaines, et alors on ne les a pas tuées, on les a violées, donc on n'est pas là dans une élimination physique. Pourtant, on est dans un crime génocidaire parce que l'ethnie au Rwanda, passant par le père, eh bien la femme Tutsi violée par un homme Hutu et qui va mettre au monde un enfant, c'est un enfant Hutu. On est en train de transformer la démographie du groupe. On est en train de l'atteindre. C'est pour ça que les stérilisations forcées sont aussi considérées comme faisant partie du génocide, l'enlèvement des enfants pour les mettre dans d'autres familles et transformer l'identité. En fait, c'est l'identité qu'on veut faire disparaître. Et donc, le groupe est ciblé en raison de son identité. C'est le porteur d'identité qu'on va faire disparaître. Donc, crime d'élimination, crime d'éradication, et on le fait disparaître dans le présent, soit en le tuant, soit en stérilisant les hommes et les femmes, soit par ces violences sexuelles massives. Mais on veut le faire disparaître pour toujours. Donc, on va s'en prendre à tout ce qui atteste de l'existence de ce groupe. Et dans un génocide, ça s'accompagne de la destruction de tous les registres de l'état civil. Ça va s'accompagner souvent de la destruction de toutes les productions culturelles, architecturales, littérales. On veut détruire l'existence même de ce groupe. Et en le détruisant dans le présent, en détruisant ce qui atteste de son existence dans le passé, ce qu'on est en train de faire, c'est de lui interdire un futur. On est donc totalement dans ce crime d'éradication où on élimine le groupe pour faire en sorte qu'il n'ait jamais existé, qu'il s'efface des mémoires. Et s'il n'a pas existé, on est déjà en train d'introduire un autre élément incontournable de tous les génocides, qui est la négation. Si le groupe n'a jamais existé, on ne l'a pas tué. Donc véritablement, parce que c'est ce crime, et c'est ça qu'il faut bien comprendre par rapport à la figure de l'ennemi intérieur, on va éliminer un groupe. Et les génocides, deuxième caractéristique, des génocides reconnus internationalement, je pense au génocide arménien, je pense au génocide des Juifs et je pense au génocide des Tutsis du Rwanda, ce sont des crimes domestiques. Les génocides sont commis à l'intérieur d'une société. Et attention, ce ne sont pas des guerres, ça je reviendrai sur la différence fondamentale qui sépare le génocide de la guerre. Par contre, ils peuvent être commis à l'occasion de guerre. Et c'est là que je rejoins les deux figures qui nous ont été décrites précédemment, de cet ennemi extérieur et de cet ennemi intérieur. Dans un génocide, l'ennemi est intérieur, la communauté qu'on va éliminer, c'est le voisin, c'est le groupe aux côtés duquel on vit. Et parce que c'est un crime d'éradication, on parle de crime des crimes, là, on est dans le maximum en raison de l'intention génocidaire et du fait qu'on élimine un groupe par rapport à son identité. Ce ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des opposants, ce ne sont pas des résistants. Et parce qu'on veut l'éliminer en raison de son identité, on va éliminer les hommes, bien sûr, mais on va éliminer les femmes, on va éliminer les personnes âgées, on va éliminer les enfants, et y compris des enfants de 2-3 mois, des nourrissons qui viennent de naître, on va exterminer tout le groupe. Et ce groupe qu'on va exterminer, c'est le voisin. Et ça, à ce niveau-là, le génocide des Tutsis au Rwanda est emblématique de ce crime de proximité, de cette violence domestique, parce que des voisins ont tué leurs voisins. Et au Rwanda, attention, il ne faut pas s'y tromper, la relation de voisinage est essentielle. Parce que, hormis les grandes villes, il n'y a pas d'infrastructure étatique sur les collines, le pays des 1000 collines. Il n'y a pas d'infrastructure étatique. Votre voisin est essentiel à votre survie. Vous êtes malade, vous devez aller à l'hôpital est à 20 km,
Les routes ne sont pas carrossables, il va falloir prendre le brancard et amener la personne jusqu'à l'hôpital. Qui va transporter la personne? C'est les voisins. Et des Rwandais m'ont même dit, le voisin est encore plus important qu'un membre de votre famille, parce qu'un membre de votre famille, vos enfants, à un moment donné, ils vont partir, ils vont faire leur vie ailleurs. Votre voisin, c'est celui qui reste. Donc, tuer son voisin, socialement, culturellement, c'était impensable au Rwanda. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans cette criminalité extrême, et en plus c'est le voisin qui va tuer son voisin. Ce qui veut dire que, et je me permets l'anglicisme, le perpétrateur, pour bien montrer qu'on est dans un crime, ce qui veut dire que le perpétrateur, c'est une personne ordinaire, c'est quelqu'un comme vous et moi. C'est pas un pervers, c'est pas un sadique, c'est pas un sociopathe, et je travaille avec des psychiatres et des psychologues qui travaillent sur ce type de violence-là et qui disent 2% des personnes qui posent ces actes d'extrême violence sont des sociopathes, des psychopathes, des pervers ou des sadiques, mais la majorité des gens qui vont se retourner contre leurs voisins, ce sont des gens ordinaires. Et pour que cette violence-là soit possible, pour qu'on puisse en arriver du jour au lendemain, et attention, c'est moins du jour au lendemain qu'il n'y paraît, parce que le génocide n'est jamais une explosion de fureur spontanée. Le génocide, les germes du génocide sont là bien avant, et avec la propagande, on va les exacerber. C'est toutes les questions de racisme. Tous les racismes ne mènent pas au génocide, mais tous les génocides reposent à la base un substrat raciste, de discrimination, de désocialisation de certains groupes, etc. Eh bien, pour que le voisin puisse tuer son voisin, il va falloir lui le préparer à ça. Et la préparation, l'endoctrinement, le conditionnement des esprits au passage à l'acte, c'est la construction de l'ennemi intérieur. Et c'est pour ça que dans tous les génocides, quel que soit le contexte politique, économique, social ou culturel, dans tous les génocides, on retrouve la figure de cet ennemi intérieur. Et cet ennemi intérieur, eh bien, c'est un ennemi de l'intérieur de la société. Les génocides se commettent à l'intérieur d'une société. On est dans des conflits, mais je mets des guillemets là parce que c'est pas des guerres, mais dans des luttes civiles. Et cet ennemi, et souvent les génocides se commettent à l'occasion d'un conflit armé. Ça n'a rien à voir, mais on va se servir de l'existence de l'ennemi extérieur, qui lui est réel, et on va se servir de cet ennemi, de cette menace extérieure, pour l'étirer vers l'ennemi intérieur et dire « regardez, ou c'est lui, ou c'est nous ». Et à ce niveau-là, tous les génocides sont des crimes d'inversion. Ils vont reposer sur une inversion des rôles, et du coup, le criminel devient la victime potentielle, puisque la victime, le groupe qu'on veut cibler pour éliminer, on va l'ériger en ennemi. Cet ennemi, il va s'en prendre à nous. Nous, on doit se défendre, et on est en train de transformer l'intention criminelle en un acte de légitime défense. Et on a totalement inversé les rôles. La victime réelle, qui est le groupe ciblé pour mourir, est devenue le criminel. Et quant au criminel réel, celui qui va poser les actes d'extrême violence, il s'est transformé en victime. On a inversé les rôles. Donc on a toujours, dans le cadre des génocides, on a toujours ce crime d'inversion. Alors ça, ce sont les éléments qui vous permettent de comprendre pourquoi c'est important de créer cet ennemi de l'intérieur. Sans quoi on ne parviendrait pas à l'éliminer. Alors, comment va se construire cet ennemi de l'intérieur? Et la première construction, puis là, ça a été dit à plusieurs reprises déjà avant moi, c'est une construction qui, avant tout, est discursive. Elle passe par un discours, elle passe par les mots. Et dans le cadre d'un génocide, la première mise à mort, c'est une mise à mort symbolique qui passe par les mots, où on va identifier l'autre comme étant l'ennemi à abattre. Alors cet ennemi, il est en notre sein, il est là au crime domestique, violence domestique, il est dans notre société, il vit à côté de nous, il est notre voisin, il est celui dans lequel on a mis sa confiance, il est le collègue, il est l'ami, il est celui qu'on a l'habitude de côtoyer et duquel on ne se méfie pas. Et on va beaucoup insister sur le caractère de proximité parce que plus la menace est proche, plus elle fait peur et plus on va être capable d'enclencher, de faciliter le passage à l'acte. Et bien sûr, comme le crime est identitaire, comme la victime est ciblée par rapport à son identité, cet ennemi qu'on présente, il est toujours collectif.
Parce que dans le génocide, c'est une identité qu'on cible. On cible donc toujours un groupe. Le génocide, il ne cible pas des individus en tant que tels. Il cible un groupe en tant que tel. Le seul moment où les criminels vont prendre les victimes et vont les individualiser, les prendre une par une et vont les individualiser, c'est le moment du marquage, c'est le moment de la sélection, c'est le moment où on va dire telle personne appartient à tel ou tel groupe. C'est le seul moment dans les génocides où on se trouve face à cette individualisation, où la personne est prise en tant qu'individu. Sitôt qu'elle a été marquée, sitôt qu'on lui a mis l'étoile jaune, sitôt qu'on l'a reconnue au niveau de son identité dans le cadre du génocide des Tutsis, lorsque les massacres ont commencé, on arrêtait aux barrières les gens, on leur demandait de présenter leur carte d'identité, l'ethnie était mentionnée sur la carte d'identité, et là on les sélectionnait. C'est le seul moment de l'individualisation. Après ça, immédiatement, la victime retombe dans l'anonymat de la masse, puisque c'est le groupe qu'on veut détruire. Et si la menace est collective, si l'identité est collective, automatiquement la menace est collective. Et si elle est collective, elle est partout. Et c'est cette menace multiforme qu'on ne peut pas véritablement reconnaître parce qu'elle est autour de nous et elle est sournoise. Et on va beaucoup insister dans la construction de l'ennemi intérieur sur cette idée de sournoiserie de la menace. Et par exemple, au Cafard, au Rwanda, on employait pour décrire les Tutsis, on employait le terme de cafard. Le cafard, c'est alors toujours bien sûr des représentations imaginaires qui suscitent le dégoût. Le cafard, c'est cet insecte plat qu'on assimile d'ailleurs aux endroits sales, etc. Et puis qui se faufile partout. On le voit pas, il se faufile. On les a assimilés aux serpents. Et ça, c'était très intéressant quand je suis allée faire mes entrevues, parce que on disait un des proverbes au Rwanda, c'était de dire si un serpent s'enroule autour d'une calebasse, vous devez briser la calebasse. Or, la calebasse est un instrument, est un objet sacré au Rwanda. On va réparer les calebasses. C'est très grave de casser une calebasse. Et là, ce qu'on était en train de dire, c'est même si le serpent est autour de la calebasse, le serpent est tellement menaçant, il faut casser la calebasse. Donc, si on est en train de dire, regardez, les Tutsis, ce sont des serpents, ils se faufilent partout, ils rentrent dans vos maisons, ils sont derrière vous, automatiquement, la menace devient diffuse et en même temps, elle est extrêmement proche. Plus la menace est diffuse, plus elle est proche, plus la peur augmente. Et avec la peur, on peut bien sûr amener les gens à faire énormément, à passer outre leurs valeurs. Donc, par la propagande, on va créer de toutes pièces cet ennemi, et en le créant, on va le faire apparaître, on va le rendre réel et on va le démasquer. Et d'où la propagande, les discours propagandistes qu'on retrouve partout. Et en créant la menace intérieure, ce qu'on est en train de dire, donc je vous le disais, d'inverser la logique du crime, l'acte criminel devient un acte de légitime défense. Et ce à quoi on aboutit, c'est qu'on va amortir la réalité de l'acte et on va complètement neutraliser les consciences, neutraliser les états d'âme et faire que des personnes ordinaires vont effectivement pouvoir passer à l'acte. Alors je vous donne quelques citations par rapport à cet ennemi qui est totalement, qui est partout. Si je les retrouve, bien sûr, je suis toujours en train de chercher mes citations. Alors voilà ce que disait un génocidaire Tutsi qui a été interviewé par Jean Hatzfeld dans son ouvrage Une saison de machette. Nos avoisinants Tutsis, on les savait blâmables d'aucune malfaisance, mais on pensait tous les Tutsis fautifs de nos ennuis éternels. On ne les regardait plus un à un, vous voyez, on est dans un crime collectif, on ne les regardait plus un à un, on ne s'attardait plus à reconnaître qui ils avaient été, même des collègues. Ils étaient devenus une menace supérieure à tout ce qu'on avait vécu ensemble, qui surpassait notre vision des choses sur la commune. Et c'est ainsi qu'on raisonnait et qu'on tuait à l'époque. On ne voit plus la personne comme étant l'ami, comme étant le voisin. Ça n'est plus que l'ennemi. Et parce que la menace est collective, l'ennemi devient anonyme. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec ces espèces de statistiques de l'épouvante. 6 millions de Juifs morts dans les camps d'extermination, près d'1 million de Tutsis tués en l'espace de 10 semaines à la machette. Là, on est
vraiment dans un crime de proximité, presque au corps à corps. Pour le génocide arménien, 1 500 000 personnes. Cette identité collective, elle accouche d'un destin collectif pour ces victimes. Et ce destin collectif, c'est des centaines de milliers, voire des millions de cadavres. Et voilà ce que dit également par rapport à cet anonymat, à cette identité collective, ce que dit Elie Wiesel lorsqu'il a été amené à témoigner dans le cadre du procès Barbie. À l'intérieur du royaume de la malédiction, érigé par l'accusé et ses camarades, tous les détenus juifs avaient le même visage, les mêmes yeux. Tous étaient voués au même destin. Parfois, on avait l'impression que c'était toujours le même juif qu'en tout lieu, on avait tué 6 millions de fois. Donc, une identité collective, une menace collective, et comme le disaient mes collègues auparavant, une menace qui est totalement construite et qui peut même, dans le cadre du génocide, c'est une menace qui est toujours fallacieuse. C'est une menace qui n'existe pas dans la réalité. Oui, la menace extérieure dans le cadre de la guerre et du conflit existe, mais cette menace intérieure de cet ennemi intérieur, celle-ci, elle n'existe pas. Et par rapport à l'ennemi intérieur, nos génocidaires, ils ne craignent rien là. Il n'y a pas du tout de menace, elle est construite, elle est fantasmée. Et la menace est construite et parfois même l'identité du groupe est construite. Parfois même cette identité n'existe pas. Ou alors elle existe, mais les personnes ne se reconnaissent pas forcément dans cette identité. Et Primo Levi le dit très bien dans son livre « Si c'est un homme », il dit « Moi j'ai découvert ma judéité au moment des lois de Nuremberg, au moment du statut imposé par les Juifs, où soudainement… » Oui, il savait qu'il était juif, mais sa famille n'était pas pratiquante. Il ne se sentait pas particulièrement juif. Il était italien avant d'être juif. Et soudainement, eh bien, on le désigne comme un juif. Et il ne peut pas être autre chose qu'un juif. Et c'est ça aussi, dans le génocide, qui fait de cette criminalité une criminalité tout à fait à part et qui distingue d'ailleurs le génocide de la guerre. C'est que parce que c'est un meurtre, un crime identitaire, parce que cette identité, elle est imposée au groupe. À aucun moment, il ne prend part au marqueur identitaire. On est véritablement dans ces entrepreneurs identitaires qui vont dire qui est le groupe, qui fait partie du groupe. Pour les Juifs d'Allemagne, c'était le gouvernement nazi qui avait dit qui était juif. Alors, bien sûr, il y avait ceux qui étaient nés de parents juifs, ceux qui pratiquaient la religion, mais ceux issus de couples mixtes. Alors, on allait voir le pourcentage, on allait calculer le pourcentage de sang juif et on allait déterminer qui était juif ou qui ne l'était pas. Et donc, on est dans ces identités imposées et une identité de laquelle la victime ne peut pas sortir. Et c'est ça qui fait aussi une des spécificités du génocide. Les Tutsis au Rwanda. Il y en a qui étaient là, qui disaient « Mais regardez, je la déchire ma carte d'identité. Je ne veux plus être Tutsi. Mettez-moi dans la catégorie des Hutus. » Il n'y avait pas de possibilité de choix. Vous êtes Tutsi au moment de votre naissance, vous n'en sortirez pas et vous serez Tutsi jusqu'à votre mort. Alors que, avant la racialisation des ethnies Tutsi et Hutus, avant la racialisation par la colonisation, on pouvait passer d'une ethnie à l'autre. Les ethnies étaient plutôt socio-économiques, c'était des catégories socio-économiques. On pouvait sortir d'une ethnie. Les Tutsis, c'était des éleveurs riches. Les Hutus, c'était des agriculteurs plus pauvres. Un Hutu qui faisait l'acquisition de vaches et qui devenait riche pouvait changer d'ethnie. Et là, soudainement, avec cette logique génocidaire, il n'y a pas de possibilité de changer d'ethnie. Dans le cadre d'un génocide, il n'y a pas de possibilité pour la victime de fuir son identité. Et le seul choix qu'a la victime, et c'est le choix qui a été fait par certains Tutsis au Rwanda, c'est qu'au lieu d'être découpés à la machette, ils ont payé pour être tués par balle. C'est le seul choix qui leur était possible. Vous n'avez pas la possibilité dans une guerre, vous pouvez déposer les armes, vous pouvez vous rendre. Dans un génocide, vous n'avez pas même cette possibilité. L'identité vous est imposée et vous ne pouvez pas vous-même décider d'y renoncer. Et elle vous est imposée, vous allez la vivre jusqu'à son terme, que vous vous y reconnaissiez ou non. Donc une identité collective, une identité imposée et une identité souvent fantasmée. La menace, en tout cas, l'est totalement. La menace n'existe pas. Alors, quelle figure va prendre cette victime dans le cadre du génocide? Et ce sont des figures qui peuvent être mises en avant simultanément ou se superposer successivement au fur et à mesure qu'on est en train de préparer la population au passage à l'acte. Alors bien sûr, surtout dans la mesure où le génocide est commis
dans le cadre d'un conflit armé, on va mettre en avant une des figures récurrentes, c'est la figure de l'espion. C'est la figure du comploteur. Alors, dans le cadre de l'Allemagne nazie, c'était le complot judéo-bolchevique. Et alors là, le juif représentait était là à la tête de ce complot judéo-bolchevique. Dans le cadre de l'Arménie, c'était les Arméniens qui étaient contre le gouvernement turc. Dans le cadre du génocide des Tutsis, là, c'était tellement facile. On avait le gouvernement en place Hutu. Le génocide des Tutsis a été commis par l'ethnie Hutu contre l'ethnie Tutsi. On avait ce gouvernement en place Hutu qui était en guerre civile contre l'armée de libération du Rwanda, dirigée par le général Paul Kagame. Donc on était en pleine guerre civile. On avait eu les accords d'Arusha organisés par les Nations Unies. On avait des casques bleus présents au Rwanda pour faire en sorte que ces accords soient respectés. Mais on était dans ce contexte de la guerre civile. Alors soudainement, le Tutsi, il est qui? Le Tutsi, il est l'espion. Il est l'espion qui est là en train de renseigner l'armée de Paul Kagame, qui est en train de cacher des armes. Et on avait mis en place tout un tas de stratégies pour véritablement démontrer la menace du Tutsi. Il est l'espion. Et si vous ne le tuez pas, c'est lui qui viendra dans vos maisons, dans votre dos, qui viendra vous éliminer. Donc, à ce niveau-là, la figure de l'espion, du comploteur, c'est une figure qui va être récurrente, qui va être ramenée et qui est extrêmement mobilisable parce que le contexte fait que on a un ennemi qui est identifié, c'est cet ennemi extérieur qu'on va étirer, qu'on va ramener vers l'ennemi intérieur. Autre figure qu'on va retrouver et qui va se superposer, c'est la figure de l'étranger. L'étranger inassimilable, l'étranger qui véritablement menace l'unité nationale. Dans le cadre des Tutsis, qu'est-ce qu'on est allé réactiver comme discours? On est allé réactiver la vieille idéologie coloniale belge. Lorsque les Belges ont colonisé le Rwanda, c'était les Tutsis qui étaient au pouvoir, puis ils ont voulu asseoir leur pouvoir en s'arrimant aux Tutsis, et ils ont racialisé les ethnies, qui étaient des catégories socio-économiques. Ils en ont fait des catégories raciales et racistes, avec l'ethnie supérieure, les Tutsis, et l'ethnie inférieure, les Hutus. Et pourquoi cette ethnie supérieure des Tutsis? Quand au XIXe siècle, quand les Belges ont découvert le Rwanda, ils ont découvert un petit État incroyablement bien structuré. Et là, avec tout le racisme ambiant du XIXe siècle, on s'est dit, c'est pas possible, ça peut pas être africain. Donc forcément, il y a du blanc derrière. Et on voit ces rois et cette cour Tutsi, alors des Tutsis qui généralement, c'est pas vrai systématiquement, mais généralement sont grands, sont minces, ont des têtes très très fins, donc n'ont pas le physique du noir qu'on présente et surtout qu'on accentue. Et tout à l'heure, on voyait la figure du juif présentée dans les photos de Monsieur Koneza, et on voit comment on va accentuer, caricaturer ces traits-là. Et donc, soudainement, on a ce Tutsi qui finalement, et c'est ce que vont dire les colons belges, c'est le blanc de l'Afrique. Et donc, et s'il est le blanc de l'Afrique, que vont faire les Hutus lorsqu'ils vont enclencher la mécanique génocidaire? Ils vont dire, mais le Tutsi, c'est pas un vrai Rwandais. Le Tutsi, c'est un vieux peuple hamitique qui a envahi à un moment donné le Rwanda et qui a pris possession du Rwanda, c'est l'étranger. Et cet étranger, il remet en cause l'unité nationale, et en plus c'est un étranger qui occupe des positions privilégiées dans la société. Donc c'est les Tutsis qui sont les plus riches, qui étaient au pouvoir jusqu'en 1959, jusqu'à la révolution de 1959, donc qui en plus c'est l'étranger qui occupe une position privilégiée. Et donc on va ramener cette figure de l'étranger, et ça devient l'étranger, l'autre, et puis nous, l'entre-nous, qui sommes la population dominante et qui, bien sûr, devons être les maîtres de notre destin. Donc cette figure de l'étranger, elle est très présente aussi dans et bien sûr le génocide des Juifs d'Europe, ces Juifs qui, pour peu, alors qu'en plus ils veuillent garder leur identité, pour peu qu'en plus ils la préservent et qui s'isolent aussi par leurs pratiques. Mais tous les Juifs d'Allemagne ne se sont pas isolés ou d'autres pays envahis, étaient totalement intégrés, mais on va la mettre en avant, on va la rendre visible, on va l'accentuer. L'autre grande figure du génocide, et là aussi on en a parlé, c'est cet autre, et là je reprends une expression de M. Koneza dans un de ses articles, le phénomène et très exactement
je trouvais l'expression très parlante, le phénomène et je vais le retrouver, de pseudo-spéciation, c'est-à-dire l'autre qui ne fait plus partie de la même espèce que nous. Et dans tous les génocides, on a un processus de déshumanisation. Il va falloir tuer votre voisin. Vous ne pouvez pas le faire si dans votre voisin, vous reconnaissez un semblable à vous-même. Il va donc falloir le sortir de la catégorie des êtres humains. Il va falloir l'intégrer dans une autre catégorie. Et là, je vous cite encore un témoignage de génocidaire. On ne considérait plus les Tutsis comme des humains, ni même comme des créatures de Dieu. On avait cessé de considérer le monde comme il est, je veux dire comme une volonté de Dieu, raison pour laquelle ça nous était aisé de les supprimer. Raison pour laquelle ceux d'entre nous qui priaient en cachette le faisaient pour eux, jamais pour leurs victimes. Ils priaient pour demander qu'on oublie un peu leurs crimes ou qu'on leur accorde un petit pardon, et ils retournaient dans le marigot au matin. En face de vous, vous n'avez plus un être humain. Et j'ai eu l'occasion d'écouter un tortionnaire qui disait, bon père de famille par ailleurs, et qui disait, moi quand je torturais, en face de moi, ce que j'avais, c'était un bloc de viande. Un bloc de viande, on peut y poser le geste du boucher. Si en face de vous, vous reconnaissez un être humain, ce sont des gens ordinaires, je le répète, c'est des gens comme vous et moi. Il n'est pas possible de poser ces actes de barbarie extrême. Parce qu'en plus, on ne se contente pas, et je mets des guillemets, de tuer. On tue avec une extrême barbarie, on tue avec une extrême violence, on tue en humiliant au maximum. Donc on est vraiment dans cette violence extrême. Et pour ça, il ne faut pas se reconnaître dans l'autre. Et c'est Antoine Garapon, un ancien juge et un sociologue qui a beaucoup travaillé sur les génocides, qui dit ceci, et je cite parce que j'aurais pas pu le dire mieux, le crime contre l'humanité se constitue moins, le génocide fait partie des crimes contre l'humanité, on déshumanise, on porte atteinte à l'humanité de l'autre, se constitue moins par son résultat que par ses modalités. Contrairement au crime ordinaire, il ne se consomme pas par la mort physique, mais par la mort d'avant la mort, soit la déshumanisation qui précède la mort. La victime éprouve l'expérience d'absolue non-appartenance au monde, qui est l'une des expériences les plus radicales et les plus désespérées de l'homme. Le crime contre l'humanité révèle qu'il peut y avoir pire que la mort. Ce n'est plus la soumission, finalité de la guerre, qui est recherchée, mais la déshumanisation. Le crime contre l'humanité est autant un crime réel, le meurtre de l'autre, que sa suppression symbolique, c'est-à-dire la perte totale de considération pour autrui. La victime est défigurée, y compris à ses propres yeux. Elle perd tout respect humain, tout amour-propre, toute estime de soi. Le crime contre l'humanité commence quand les hommes se confondent avec les choses. Plus qu'un acte matériel, ce qui est visé dans la répression du crime contre l'humanité, c'est le regard, ou plus exactement l'absence de regard qu'il trahit. C'est un crime d'indifférence. Soudainement, vous êtes totalement indifférent à ce qui peut arriver à l'autre, parce que l'autre ne vous ressemble plus. L'autre, vous n'avez plus la capacité, vous n'avez plus l'imagination du semblable. En face de vous, vous n'avez plus une personne de votre espèce. Vous êtes dans ce phénomène de pseudo-spéciation. Et Primo Levi le dit très bien dans son ouvrage « Si c'est un homme », quand il est passé au moment de la sélection, les Juifs arrivaient dans les camps, et pour savoir s'ils allaient être envoyés directement à la chambre à gaz ou garder un temps dans le camp, il passait donc cet examen, il passait cette sélection. Et voilà ce que dit Primo Levi lorsqu'il est passé devant le médecin qui décide de la vie ou de la mort. Quand le médecin eut fini d'écrire, il leva les yeux sur moi et me regarda. Depuis ce jour-là, j'ai pensé bien des fois et de bien des façons à ce docteur. Je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer à l'intérieur de cet homme. Car son regard ne fut pas celui d'un homme à un autre homme. Et si je pouvais expliquer à fond la nature de ce regard échangé, comme à travers la vitre d'un aquarium, entre deux êtres appartenant à deux mondes différents, j'aurais expliqué du même coup l'essence de la folie du Troisième Reich. On est véritablement dans des sous-catégories de l'espèce humaine. Et dans le cadre de la propagande, on va se servir de tout un vocabulaire. Rappelez-vous, construction discursive de l'autre.
on va se servir d'un vocabulaire qui va le déshumaniser. Et on retrouve des permanences langagières et notamment le recours à des métaphores médicales. L'autre qu'on va éliminer, c'est le cancer, c'est le typhus, c'est la vermine, c'est la maladie, c'est le parasite, c'est le bacille. Et si c'est un cancer, l'acte de violence qu'on va poser contre lui, c'est plus un acte de violence, c'est un acte médical. Et à ce niveau-là, le tueur, il ne tue pas, il guérit. Celui qui va massacrer, il ne massacre pas, il ampute le corps social et on va recourir à du vocabulaire qui traduit cette corporéité. Le corps social, c'est le corps, la chair incarnée. Ce corps social, malade, on va le guérir en l'amputant d'une partie du groupe qui porte atteinte. On va se servir aussi du recours à une imagerie qui emprunte beaucoup au monde animal. Les cancrelats, les serpents, le chien, la vermine, les poux et bien sûr des animaux qui repoussent. Et c'est ce qui va permettre de passer cette barrière corporelle, c'est ce qui va permettre de poser ces actes d'extrême barbarie sur ses voisins, sur ces personnes que l'on côtoie au quotidien et qui soudainement doivent être éliminées. Alors, toutes ces différentes figures qui se superposent et qui s'amalgament créent une menace qui vient de partout. Une menace qui est diffuse, qui est là, multifront. Et j'emploie volontairement le mot front parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que la société est en guerre. Or, attention, le génocide est tout à fait le contraire de la guerre. La guerre, elle oppose un combattant à un combattant. Elle oppose le un au un. Le génocide impose un État qui va mettre toute son administration, toutes ses forces, toutes ses ressources au service du crime. On parle de génocide comme étant un crime social total, qui va mettre l'intégralité de ses ressources pour éliminer un groupe qui est totalement désarmé. La victime n'est pas un combattant, la victime n'est pas un résistant, la victime n'est pas un opposant, c'est une population civile qui, en raison de son identité, va être éliminée. La guerre oppose le un au un, le combattant au combattant. Le génocide oppose le combattant à l'autre, l'autre qui ne fait pas partie de la même espèce. Le contraire de coupable dans un génocide, ça n'est pas même innocent, c'est inoffensif. Et on va voir un État qui va mettre toute sa puissance pour éliminer un groupe totalement inoffensif, totalement démuni. Et c'est ce qui fait dire à des sociologues que dans la criminalité génocidaire, on a cette figure de la victimité qui est tout à fait particulière, qui est celle de cette victime absolue. La victime n'est pas tuée en raison d'un comportement, la victime n'est pas tuée en raison de ce qu'elle fait, elle est tuée en raison de ce qu'elle est. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas échapper à la mort, parce qu'on est ce qu'on est. Et en plus, on n'a même pas la possibilité de renoncer à son identité. Et c'est ce qui explique que Primo Levi le dira, le vrai témoin d'un génocide, ce n'est pas le rescapé. Parce que dans un génocide, on doit tous mourir. Et au Rwanda, ils le disent bien, les Hutus. Si on avait fini le travail, on ne serait pas jugé, on ne serait pas poursuivi, et personne n'en parlerait du génocide des Tutsis. Le vrai témoin du génocide, c'est celui qui a disparu. Et c'est ce qui explique pourquoi, pour beaucoup de rescapés, ceux qui peuvent parler, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas témoigner, mais ceux qui peuvent parler se font un véritable devoir de parler, parce qu'ils disent « nous, on aurait dû mourir ». La survie est totalement improbable dans un génocide. Et c'est d'ailleurs une des grandes culpabilités du rescapé. Et lorsque je faisais mes entrevues au Rwanda ou lorsque je lisais des témoignages, une des grandes culpabilités, parce qu'il y a aussi cette perversité du crime que le survivant se sent coupable d'avoir survécu, parce que la finalité du génocide, c'est de mourir. Vous avez survécu, et bien souvent, pas parce que vous avez posé un geste qui vous a permis de survivre, bien souvent, votre survie est due au hasard. Je travaille avec mon assistante de recherche, qui est une rescapée Tutsi, qui avait 15 ans au moment des faits. Elle s'était réfugiée dans un couvent. On a ouvert les couvents, on a ouvert les églises au massacre. On a donc pris toutes les personnes réfugiées dans les couvents, les a mis dans un bus, on les a amenées dans un champ pour les tuer. Elle avait tellement peur qu'elle a attrapé la main du rescapé, parce qu'elle ne voulait pas mourir du milicien, parce qu'elle ne voulait pas mourir toute seule. Ça l'a touchée, il l'a ramenée vers le bus, et des vitres du bus, elle a assisté à la mort des 75 autres personnes qui étaient avec elle. Elle a dû sa survie à ce geste spontané de peur.
Il y a 3 ans de ça, dans le cadre d'un colloque, on a fait venir une rescapée Tutsi qui avait 13 ans au moment des faits et qui a dû sa survie. Toute sa famille a été tuée. Elle a été blessée, elle est tombée évanouie, on a tiré sur tous les membres de sa famille, tous les corps se sont amoncelés, elle s'est retrouvée sous les corps de ses parents, de ses oncles, de ses tantes, et puis quand elle a repris connaissance, elle est sortie de ses corps, elle a dû sa survie à la protection du corps mort de ses parents. Et ce qui était pour moi extrêmement touchant, c'est qu'elle ne comprenait pas comment elle avait pu survivre, et surtout elle avait honte d'avoir survécu dans ces conditions-là. Et là, elle avait 30 ans quand elle est venue témoigner, c'était son premier témoignage, et elle est venue dire « Je comprends enfin pourquoi j'ai survécu, parce que je dois témoigner, parce que le vrai témoin du génocide, c'est celui qui est mort. Et moi, parce que j'ai survécu, je dois attester de ce crime et je dois attester de cette mort. Mais je ne sais pas si vous prenez la mesure du destin qu'elle est en train de se mettre sur les épaules, celui de témoigner, témoigner encore et témoigner toujours. Et les rescapés du génocide Tutsi avec lesquels je travaille témoignent en permanence. Et chaque témoignage ravive les plaies, ravive les blessures, ravive les traumatismes. Et c'est extrêmement surprenant quand on voit ces personnes témoigner. Elles commencent leur témoignage avec une telle distance. C'est comme si elles parlaient de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et soudainement, dans le témoignage, elles parlent d'un moment particulier et soudainement, elles basculent à nouveau dans le présent du crime. Et soudainement, et ça je l'ai vu quasiment systématiquement, c'est les pleurs qui arrivent, c'est l'émotion qui submerge, on ne peut plus raconter. Et j'ai même vu ça il y a 2 ans, dans mon cours, j'ai invité 2 rescapés du génocide des Juifs, qui ont donc, lui respectivement, il a 83 ans, 85 maintenant, 6, et sa femme 78, ils témoignent parce qu'ils disent, les témoins directs, les victimes sont en train de disparaître. Donc, ça fait, depuis qu'il est à la retraite, il témoigne. Le génocide des Juifs, c'était loin dans le passé. Et il raconte son expérience. Puis à un moment donné, il raconte comment il a évité. Il était au dernier temps du camp d'Auschwitz. Et puis au moment où les Juifs ont senti qu'ils allaient perdre la guerre, ils ont voulu faire disparaître toutes les traces. Donc ils ont fait sauter les chambres à gaz. Ils ont tué beaucoup de personnes sur place. Ils ont laissé d'autres qui étaient mourantes. Et ils ont amené dans les marches de la mort, ce qu'on appelait les marches de la mort, les Juifs les prisonniers qui étaient encore valides. Et lui, pour échapper à ces marches-là, il s'est réfugié dans les toilettes, il s'est réfugié dans des fosses à excréments. Et lorsqu'il a raconté ce moment-là, il a dû sa survie en se jetant dans ces fosses à excréments. Soudainement, ça a basculé. C'était il y a 70 ans et soudainement, il était à nouveau là. Il était à nouveau dans la fosse à excréments et à nouveau... Donc, les personnes qui disent « c'est mon devoir de témoigner parce que le vrai témoin du génocide, c'est celui qui a disparu », c'est comme... Et c'est ça qu'il y a de tellement pervers dans cette criminalité-là, parce que vous auriez dû mourir, alors que vous êtes cette victime absolue. Vous n'avez rien fait. C'est votre identité qui vous désigne à la mort. Parce que vous deviez mourir, eh bien, les rescapés doivent regagner le droit de vivre. C'est sidérant. Et le droit de vivre, c'est témoigner pour attester du crime. Alors, cette victime absolue, cette attestation du crime, et je finirai sur ça, eh bien, on va la retrouver au niveau de la demande de justice. Alors, je vous le disais tout à l'heure en introduction de mon propos, cette justice, elle est incapable de juger à la hauteur de la gravité des crimes commis, elle est incapable de juger et de réparer à la hauteur des dommages subis. Et pourtant, toutes les victimes réclament l'intervention de la justice. Alors, en dehors des dysfonctionnements de la justice, de façon idéale, vont réclamer l'intervention de la justice. Et pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons principales, c'est au niveau de la reconnaissance du crime. Parce qu'avec la constitution de l'ennemi intérieur, avec cette inversion du rôle de chacun, ce qu'a fait le génocidaire, c'est de dire que ce n'est pas un crime qu'on a commis. Nous étions en état de légitime défense. Et soudainement, avec l'intervention de la justice, pour reconnaître un crime, il faut qu'elle passe à travers ce qu'on appelle les éléments constitutifs du crime. Les éléments constitutifs du crime, c'est les éléments qui font que le crime existe. Éléments matériels, massacre, torture, déportation, stérilisation, ça c'est les éléments matériels du crime. Et l'élément intentionnel, on a voulu tuer un groupe en raison de son identité. Lorsque la justice reconnaît
que les actes commis sont constitutifs de génocide, elle le reconnaît à travers la procédure judiciaire, et le concept de génocide est un concept juridique. Il a été créé en 1944 par Raphaël Lemkin, qui était un juriste, et il a été créé pour pouvoir poursuivre le génocide des Juifs de Rome. Donc, à l'origine, c'est un concept juridique. Et soudainement, on a notre droit qui est en train de dire, regardez, par le biais des preuves, de toute une procédure extrêmement rigide, on prouve qu'il y a bien génocide. Et tout à l'heure, en la pause, on parlait avec mes collègues de l'instrumentalisation du terme de génocide. Ben, la justice, quand elle emploie, elle ne l'instrumentalise pas. Parce que justement, par le biais des règles de procédure et de preuve, on aura été prouvé que les éléments constitutifs étaient réunis et qu'on était bien dans un génocide. Et c'est à partir du moment où on a reconnu qu'il y avait génocide qu'on va pouvoir poursuivre les personnes accusées de ce crime-là. Ce qui veut dire que la portée de la reconnaissance judiciaire du génocide est beaucoup plus importante symboliquement que la portée par un historien ou que par la portée d'un sociologue. Parce que le rôle de l'historien ou du sociologue, c'est pas de juger. Le rôle de l'historien ou du psychologue, c'est d'expliquer des faits, c'est d'expliquer une situation. Le rôle de la justice, c'est de poursuivre, c'est de condamner, c'est de juger. Et dès lors, ce que fait apparaître le jugement, lorsqu'il reconnaît qu'il y a génocide, et non pas acte de légitime défense, ce qu'il fait apparaître, et il restitue chacun dans son rôle réel, ce qu'il fait apparaître, c'est la victime, mais ce qu'il fait apparaître aussi, c'est le coupable. Et c'est pour ça que la reconnaissance judiciaire du crime et l'intervention de la justice est fondamentale. Et c'est Hélène Piralian, une psychologue qui travaille avec les rescapés de génocide et beaucoup sur le génocide arménien, qui dit que les reconnaissances